Bonjour, bonsoir, c'est vous qui voyez, on se retrouve sur le récap film d'août, donc sur les films que j'ai vus en juillet. J'en ai vu 3 et on va commencer par un super-héros. Spider-Man Far From Home, réalisé par Jon Watts. Alors j'ai pas suivi ce nouveau Spider-Man depuis le premier film, j'ai vu que celui-là, et... c'était plutôt pas mal, hein, ça me donne envie de voir le premier d'ailleurs. Ok, on connaît bien la formule Disney et Marvel, l'histoire est pas folle, je dirais même très convenue, il y a plein d'incohérences avec le reste du MCU, il en crée de nouvelles, soit. Quand on connaît un peu l'histoire des personnages, on sait d'avance tout ce qui va se passer, c'est pas vraiment une surprise, mais il y a quand même des changements qui font du bien. Par exemple, Tante May plus jeune, déjà j'ai jamais compris pourquoi on l'avait pas appelée Mamie, mais Tante May, et puis le fait qu'elle soit plus jeune, ça lui donne une vie, elle a une vie à continuer, elle a une activité à faire, elle a une vie en dehors de ses souvenirs avec l'oncle Ben et de Peter Parker. Et ça fait du bien. Avec les Avengers qui sont présents, ce sur quoi Spider-Man va hésiter, c'est plus autant l'amour qu'avant. Il y en a toujours un petit peu, faut pas déconner, c'est Spider-Man, mais ce qui fait du bien, c'est qu'à un moment donné, il prend ses couilles et il fait des choses. L'avantage, c'est que du coup, comme le contexte a changé, les points sur lesquels il hésitait et les ressorts dramatiques du personnage changent aussi. Ça fait beaucoup de bien, ça apporte beaucoup de choses à la série en elle-même. C'est un peu facile dans le film, ok, mais ça fait du bien, surtout sur un héros qu'on a vu 100 fois dans les mêmes situations. À un moment donné, ça va. Le personnage de Mysterio en lui-même, il est assez simple au final, mais je trouve qu'il est très pertinent à l'intérieur même de l'histoire et même face aux fans de Marvel eux-mêmes. Les passages de cauchemar sont d'une rare violence physique et psychologique, ce qui était assez inattendu et bienvenu au final quand même. J'ai beaucoup aimé le truc du train, c'est très bien amené et c'est très impactant. Ça va sans dire, mais encore une fois, les effets spéciaux sont très bons. Marvel, Disney, on commence à les connaître. Je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin, sinon je suis obligé de vous spoiler le film. Pour ce qui est du son et de la musique, le design sonore est pas mal. Y a rien qui m'a vraiment sauté aux oreilles, mais bon, encore une fois, les standards de qualité Marvel sont plutôt pas mal sur le sujet. Pour la musique de Michael Giacchino, je sais pas pourquoi je le dis en italien, je sais pas, je pense qu'il y a des parties pris que j'ai pas compris, parce que là, comme ça, c'est pas mauvais, mais... J'aime moyennement la mélodie principale. Alors, c'est subjectif, certes, mais en dehors de la mélodie où je suis pas complètement convaincu, c'est surtout que je la sens très indécise. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle essaye de me dire. À moins que ce soit l'hésitation de l'adolescence, mais Après, voilà, c'est bien orchestré, c'est bien arrangé, ça fait son taf, quand même. On est sur de l'orchestral classique, à la Marvel, avec un brin d'électro pour représenter Mysterio, mais vraiment un brin d'électro. Il m'a fallu plusieurs écoutes pour me dire « Ah, en fait, ça c'est Mysterio !» Son gimmick, ou plutôt son leitmotiv, il est pas fou quand même, hein, il est même un peu ridicule. C'est encore plus ridicule fait à la voix, mais ça fait un genre de... Ah, en fait, ça c'est Mysterio. Je sais pas, c'est difficile de faire plus basique à un moment donné. C'est pareil, encore une fois, qu'est-ce que c'est censé dire sur le personnage ? Je sais pas. Que c'est censé être un personnage simple ? Non, justement, c'est censé être un personnage complexe. Que c'est un robot ? Non, je vous ai dit. Je comprends pas. Par contre, elle est très cool sur les scènes de cauchemar, tension, horreur, folie, tout est dedans. Pour dire un dernier mot... Expliquez-moi, je veux bien. Le deuxième film vu en juillet, Anna, réalisé par Luc Besson. J'aime énormément les films de Luc Besson et je suis assez dégoûté que les deux derniers films aient pas trop marché. J'avais beaucoup aimé Lucie et la fin aussi, que j'ai trouvé très intelligente. Non, c'est même pas la peine d'aller dans la section des commentaires. Je ne changerai pas d'avis. C'est vous qui n'avez pas compris la profondeur du désespoir et du sacrifice au nom du partage de la connaissance. Bref. J'ai aussi aimé Valérian, qui aurait fait un très bon second film, parce que j'ai quand même passé la majorité de la séance à dire à ma femme qui étaient ces personnages, qu'est-ce que ça a changé dans l'histoire, et qu'est-ce que ça impliquait dans la version totale. Luc Besson est parti du principe que tout le monde connaissait Valérian. Alors oui, ça a atteint un certain degré de pop culture, mais c'est parce que mes parents avaient les BD de Valérian que je les connais. Tout le monde les a pas. Tu peux pas juste nous lâcher comme ça dans l'histoire avec des personnages qu'on sait pas qui c'est, qu'on sait pas qui c'est. Après, voilà, les environnements sont extraordinaires, les actions sont assez ouf, les effets spéciaux sont très cool, mais voilà, j'aurais aimé un premier film d'abord. Bref, je m'égare encore, je sais, on parle d'Anna, et parlons d'Anna.
Bien que ce soit un bon film, peut-être à cause des deux films qui ont moyennement marché avant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de retenue. L'action est cool, il y a une belle tension, mais Red Sparrow est passé avant et lui, il était sans compromis et sans pitié pour le spectateur. Par exemple, la seule scène gore de Anna de torture, ils l'ont fait en hors-champ, ils l'ont pas filmé, alors que les scènes de torture, dans Red Sparrow, on y a eu droit. Et tout ça, ça fait ressortir le sentiment de retenue, et c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que le film aurait pu se permettre d'aller plus loin. Après, je pense pas que ce soit vraiment une erreur, je pense que c'était une intention de la part de Luc Besson parce que ça se sent aussi dans la musique. Là encore, Luc Besson a travaillé avec Eric Serra, qui est un grand, peut-être le plus grand compositeur français moderne. Je parlerai de lui plus en détail un jour. Promis. C'est pas des amateurs qui ont eu un résultat qui, finalement, était pas trop à la hauteur, non. L'ambiance est clairement voulue et pensée telle qu'elle est dans le film. Je trouve qu'elle manque un petit peu d'envolée, surtout dans les rythmiques, pour dynamiser le film, mais du coup, au contraire, on a quelque chose de très lourd, de très pesant, d'intimidant, qui montre que le personnage subit la situation dans laquelle elle est. Elle ne désire pas ce qui se passe, elle y prend pas particulièrement plaisir, elle est obligée de le faire pour survivre, arriver à son propre but. Tout ça, ça se sent aussi dans le fait que la musique travaille énormément la texture plus que la musique en elle-même. Et avec le mélange de la lenteur, ça donne un côté onirique, presque irréel, comme si on vivait pas la vraie vie ou alors sous anesthésiant d'une certaine manière. Là, je m'emporte peut-être un petit peu. Ce que j'entends par texture, c'est un instrument ou un mélange d'instruments dont le mélange des sons devient l'intérêt lui-même de la musique. La tonalité du son fait le sens plus que la chanson elle-même. Et comme je disais, dans Anna, c'est la texture du son qui donne beaucoup de sens à ce qui se passe. On a beaucoup de graves, mais étonnamment, assez peu de percussions et assez peu de graves dans les percussions. Les percussions sont plutôt sur des fréquences moyennes. Tout le grave est pris par les basses et des synthés, ce qui lui donne cet aspect très pesant et intimidant. Les rares fois où on a des percussions qui résonnent dans les graves, elles sont faites pour sonner un peu comme des explosions lointaines, ce qui rajoute encore à ce côté guerre froide, à ce côté intimidant, dur du monde dans lequel ils sont, et ce qui rajoute aussi de la même manière de l'intimidation et de la pression sur le personnage principal. Mais du coup, on a un passage de course-poursuite en Russie, et on a une ambiance étrange de à la fois quelque chose de très fort qui se passe, mais comme anesthésié. Oui, ça fait sens dans ce cas-là, parce que l'héroïne est dans un état d'esprit particulier. Mais dans le résultat final du film, j'aurais peut-être aimé que ça ait un petit peu plus de rythme que ça. Encore une fois, ce que je disais, c'est que c'était l'effet voulu. C'est qu'on ressente cette apathie qu'a le personnage principal dans sa vie de tous les jours avant de commencer son nouveau travail. Je vais pas commencer à rentrer dans les détails encore une fois. Je pense qu'au final, le film aurait gagné à avoir un peu plus de punch. Et je pense que la musique aurait beaucoup aidé de ce côté-là. Mais bon, ça reste très cool. Ne me regardez pas comme ça, j'ai le droit, je fais ce que je veux, c'est mes vidéos, merde. Oui, évidemment, je suis allé voir Le Roi Lion de Jon Favreau. Je sais, ça fait beaucoup de Disney. Je dois avouer que quand je suis allé le voir, j'étais pas... Après Aladdin... Allez voir le récap. Et j'avais un peu peur parce que Le Roi Lion en dessin animé repose beaucoup sur un humour cartoon. Et étant donné qu'ils arrivaient sur un film réaliste, extrêmement réaliste, j'avais un peu peur de ce que ça allait donner. En fait, c'était très bien. Le film est bluffant de réalisme du début à la fin. C'est ouf gueudin. Disney vient de tuer le game de la CGI réaliste. Est-ce que c'est au moins de la CGI ? Non, parce que quand on va voir le film, on a le doute quand même. Est-ce qu'on nous aurait pas menti toute notre vie et que en fait les animaux savent parler, savent jouer et que toute la vie est une grande mascarade? Ne me regardez pas comme ça. Je les connais, je les entends. Du coup, l'humour est un peu moins cartoon, mais il y a de nouvelles blagues et ça c'est cool. Pour parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le son, sachez déjà que je l'ai vu 2 fois. Oui. En version originale, en salle Dolby. Et oui, on fait pas les choses à moitié ici. J'ai entendu qu'en français c'était... Du coup, une fois n'est pas coutume, je vais filmer en live la réaction aux chansons en version française. Allez Cédric, c'est l'heure de faire ton youtubeur. Alors on va commencer par Hakuna Matata, en version française avec Jamel Debbouze.
En fait, Jamel Debbouze, ça va? Ok. En fait, Jamel Debbouze, en Timon, ça passe. Mais alors, le mec qui fait Pumba, ça va pas du tout, quoi. Ok, c'est drôle. Alors, étonnamment, je suis très content de ce que j'avais peur. Mais par contre, du truc que j'avais pas peur, ça va pas. Et je sais pas trop comment le prendre. En fait, le mec qui fait Pumba, il a le bon timbre de voix, bien rocailleuse, mais c'est le chant qui va pas, c'est l'interprétation qui va pas. Par contre, je m'excuserai auprès de Jamel, non, parce que je connais pas Jamel, mais du coup, si jamais Jamel tombe là-dessus, je suis désolé d'avoir eu un mauvais a priori. Tu es bien meilleur que ce que je pensais. Alors par contre, le chanteur français de Simba en ado et adulte... Bravo. Putain, mon dieu, j'ai les poils. Ça, c'était inattendu. Putain, je le sens jusque dans la barbe. Ah merde. Mais ça va pas du tout, qu'est-ce que je fais là? Heureusement, il y a le mec de Pumba qui reparle. Le lion s'endort ce soir. Les passages en aigu avec Jamel sont très cool. Comment elle s'appelle? Alban Ivanov sur la voix grave tranquille. C'est beaucoup mieux que sur Hakuna Matata. C'est quand même vachement mieux que ce que je pensais. En plus, comme c'est sur la chaîne de Jamel Debbouze, je vais même lui mettre un petit commentaire. Donc du coup, j'ai marqué, j'ai vu la version originale et je dois avouer que j'avais des a priori sur le chant de Jamel, et ben j'en suis désolé, chapeau bas. Ce qui est vrai. À ce niveau-là, j'ai pas encore vu les versions françaises. En tout cas, ce que je peux dire de la VO, c'est que déjà, on a Beyoncé en Nala, et ça a la classe. Et quand j'ai reconnu John Oliver en Zazu, bah j'étais très content de moi. Au niveau de la musique, je suis très content qu'ils aient pas fait la même chose qu'Aladin et ruiné les musiques. Hans Zimmer et Pharrell Williams, oui, Pharrell Williams, ont vachement bien travaillé comme producteurs. Bon, ok, Hans Zimmer était déjà très présent sur le premier film, mais dois-je encore rappeler ce qui s'est passé avec Alan Menken et Aladin? Je ne crois pas. D'ailleurs, je suis à peu près persuadé qu'au final, ils ont repris les chansons à peu près telles quelles, ou alors beaucoup des éléments des chansons. Le chant au tout début est clairement exactement le même que dans la version du dessin animé, ce qui est très bien parce que cette introduction est très bien. La nouvelle chanson, ah oui, il en fallait bien une, remplace la chanson « Il vit en toi ». Ok, c'est pas la cata comme Speechless dans Aladdin. Oui, encore, je sais. Mais j'aurais quand même préféré la musique originale. Au moins, elle est plutôt raccord avec le reste de la musique et l'ambiance du Roi Lion, quand même. Alors qu'elle est complètement faite par Beyoncé et son équipe. A priori, Hans Zimmer et Pharrell Williams n'ont pas du tout participé dedans, ce qui est presque un exploit en soi. Il y a des chœurs, il y a des violons, il y a des ambiances à la Disney. Mais bon, on sent que c'est quand même une chanson de Beyoncé, donc il y a certains passages qui font un peu bizarre. Encore une fois, c'est pas la cata, ça passe plutôt bien. En fait, c'est surtout que je trouve la musique et les paroles n'ajoutent pas grand-chose émotionnellement et dans l'histoire du film. Alors que Il vit en toi, c'était une chanson très forte qui prend tout son sens avec l'apparition de Mufasa à Simba, le fait qu'il a son rôle à intégrer, qu'il accepte ses propres erreurs, de surmonter tout ça pour venir sauver tout le monde de sa propre peur à lui, puisque c'est parce qu'il s'est enfui que tout ça arrive, et remplacer ça par ouais, bats-toi, vas-y, t'abandonne pas, la force de l'amitié. Non, je rigole. Et bon, faire référence à Mufasa en disant Spirits, c'est un peu ledge. Certes, ça reste mieux que Aladdin. Arrête avec Aladdin. On a compris. Après, voilà, c'est pas un très gros problème face à la maîtrise du reste du film. Donc, voilà, j'exagère un peu. Peut-être. À vous de voir. Un dernier mot. C'était très impressionnant quand même. Du coup, c'est fini pour moi. Sur ce, je vous dis au mois prochain. Abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez.